Un policier local a braqué son arme sur un homme qui prenait un café, a ri de son badge des services secrets, et quelques minutes plus tard, il s'est retrouvé encerclé, désarmé et humilié devant une foule qui a tout filmé. C'était un mardi matin, pas assez tôt pour que le monde soit encore endormi, mais juste assez tard pour que la circulation près de Spartanburg commence à se charger de gens cherchant du café et courant vers des réunions qu'ils n'avaient pas envie d'assister. Avant de commencer cette histoire, dites-nous d'où vous la regardez dans les commentaires. Et si vous aimez des histoires comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci. Quinton Docteur est arrivé à la station Chevron sur East Blackstock Road, juste à l'ouest de la ville. SUV noir, profil discret, plaque gouvernementale. Il avait l'air de quelqu'un qui venait de Washington, pas de quelqu'un coincé entre la pompe 6 et le distributeur de films près du congélateur à glace. Un homme grand et costaud, dans la quarantaine, avec un regard calme et une posture qui faisait que les gens s'écartaient sans qu'il ait besoin de parler. Il portait un costume gris anthracite, une chemise blanche propre, pas de cravate, juste une oreillette à l'oreille droite et un petit éclat argenté à la ceinture. Le badge qu'on ne voyait que si on faisait vraiment attention. Il ne traînait pas. Il voulait juste du café. Un gobelet, noir. C'est tout. En sortant de la supérette, café en main, c'est là que l'agent est arrivé. Ray dans l'eau, adjoint du comté. Poitrine large, coupe militaire, lunettes de soleil malgré le ciel couvert. Il s'est garé brutalement, volant tourné à fond, à peine dans les lignes. Il a vu Quinton, vu le SUV, vu le costume, et ça lui a suffi. « Ce véhicule est à vous » demanda-t-il en sortant rapidement, une main sur son arme. Quinton regarda calmement. « Oui, monsieur. » Clé. Aboya dans l'eau en s'approchant. « Montrez l'immatriculation. »« C'est quoi votre nom ?» Quinton leva un sourcil. « Monsieur, je suis en service officiel. Je peux vous montrer mon... »« J'ai demandé votre nom. » Cria dans l'eau, la voix plus forte, les yeux nerveux derrière les lunettes, sa main maintenant complètement posée sur l'étui de son arme. Quelques personnes se tournèrent vers eux. Un homme près de la station de lavage s'arrêta, téléphone en main. Quinton garda un ton neutre. « Je m'appelle Quinton Docteur, chef adjoint, service secret des États-Unis. » Cela ne fit qu'énerver davantage dans l'eau. Il fit 2 pas rapides, posture agressive. « Me fais pas le coup du badge, » dit-il. « Tout le monde a une histoire. T'as l'air sûr de toi dans ton costard, hein? C'est la voiture de ton cousin? De ton frère? Tu l'as volée? » Quinton cligna des yeux. « Je peux sortir mes papiers lentement. Ils sont dans ma veste. » Dans l'eau ricana. « Tu crois que j'ai jamais vu de faux badge ?» ajouta-t-il en reculant d'un pas, puis sortant son arme. Une femme près de la pompe 2 poussa un cri. Dans l'eau hurla. Main en l'air. Quinton ne broncha pas. Il posa le café au sol, s'agenouilla lentement, croisa les doigts derrière la tête. Sa voix resta calme. « Je ne représente aucune menace. Mon badge est dans la poche intérieure gauche. » Dans l'eau s'en moquait. Il ricana, arme toujours pointée. Ce gars pense qu'il est dans un film. Quinton jeta un œil à la foule qui grossissait. Quelqu'un, en face du parking, levait déjà un téléphone. L'agent tournait autour de Quinton, tentant de passer derrière lui. « T'as des potes dans ce SUV? T'es en train d'enregistrer tout ça avec eux ?» Quinton garda le silence. Le silence était plus sûr. Mais c'est à ce moment-là que tout a changé. Quand Danlo ouvrit la porte du SUV. Il n'y trouva ni drogue ni arme. Juste un ordinateur portable connecté à la console et une carte d'identité fédérale accrochée à la boîte à gants. Il hésita. Alors Quinton parla, assez fort pour que tout le monde entende. « Vous venez d'ouvrir un véhicule fédéral sécurisé sans raison valable. » Les yeux de Danlo se plissèrent. « Et toi, t'es juste un imposteur avec un faux badge fédéral. » C'est alors qu'une autre voiture arriva à la station. Un autre SUV noir. Vitres teintées. Moteur silencieux. Danlo ne l'avait pas encore vu. Il était concentré sur Quinton, arme toujours pointée. Mais quelqu'un dans ce deuxième véhicule avait tout vu. Et il ne riait pas. Le doigt de Ray Danlo restait dangereusement proche de la détente. Il tournait autour de Quinton comme un homme qui voulait imposer sa loi, la mâchoire serrée, les mots fusaient.
Le badge ne signifiait rien pour lui. Le calme, la posture assurée. Rien ne comptait. Tu crois que t'es malin, hein? Dit dans l'eau. On va voir si ça dure. Quinton resta agenouillé sur l'asphalte, les mains derrière la tête. Il ne protesta pas. Il n'essaya pas de s'expliquer à nouveau. Il attendit simplement. 2 enfants du quartier s'étaient arrêtés près du distributeur de snacks, les yeux écarquillés, en train de filmer. Un homme d'âge moyen, appuyé contre son pick-up à la pompe 4, les bras croisés, observait. Et maintenant, le 2e SUV venait de s'arrêter complètement près du gonfleur à air. Deneau tourna la tête au bruit d'une portière qui se fermait. Une femme en descendit, grande, peau claire, habillée tout en noir, oreillette à l'oreille. Elle marchait sans hésitation. « Statut de docteur » demanda-t-elle. Quinton ne bougea pas. Officier local non coopératif, arme dégainée, fouille non autorisée d'un véhicule sécurisé. Je n'ai opposé aucune résistance. Les yeux de la femme se fixèrent sur Deneau. « Vous voulez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire » Deneau se retourna, baissant son arme d'1 centimètre. « Vous êtes qui » Elle sortit son insigne de la poche de sa veste. « Agent principal Kendra Moss, United States Secret Service. Cet homme est mon supérieur hiérarchique. » Deneau cligna des yeux. La tension se relâcha à peine, mais sa fierté l'empêcha de reculer. Il disait être du secret service. Je n'allais pas le croire sur parole. Vous avez braqué une arme sur un agent fédéral, dit-elle fermement. Ce n'est pas du doute, c'est un délit. Pendant un instant, on aurait dit qu'il allait encore protester, mais sa voix sortit plus bas. Il ne ressemblait pas à... Ne terminez pas cette phrase, coupa-t-elle. Vous en avez déjà trop dit. Un 3e SUV entra sur le parking, cette fois plus vite, plus agressif. 2 hommes en sortirent. Costume, pas de lunettes noires, armes dans les étuis, mais gestes alertes. L'un d'eux, aux tempes grisonnantes, se dirigea directement vers Quinton et parla à voix basse. « Chef adjoint docteur, êtes-vous blessé ?»« Non, monsieur. » Caméra corporelle activée. Des témoins filment. La police locale n'a pas vérifié les identifiants avant de dégainer. « Confirmé. »« Confirmé, » répondit Quinton, toujours à genoux. Kendra le regarda. « Vous pouvez vous lever, monsieur. » Quinton se releva lentement, de la poussière sur le pantalon. Calme, toujours. Il ajusta le bas de sa veste comme s'il entrait dans une salle de réunion, pas comme s'il venait d'avoir une arme braquée sur lui dans une station-service. Et pourtant, l'officier Deneau ne recula pas complètement. Il se tourna vers les agents, le torse bombé. « Vous ne débarquez pas ici avec un traitement de faveur. J'ai fait ce que je pensais être juste. Vous avez pensé de travers, dit l'agent aux tempes grises. Et vous êtes maintenant sujet à un rapport fédéral pour faute professionnelle. » Un homme dans la foule cria. « J'ai tout filmé. » Un autre ajouta. « Il a pointé son arme sur ce gars tout du long. » Deneau regarda autour de lui. Les murs se refermaient, et son ton changea. « Je ne voulais rien de mal. J'avais des raisons de croire. »« Non, vous aviez des préjugés, » dit Kendra en s'avançant. « Et maintenant, vous avez un problème. » Quinton le regarda enfin directement. Sa voix était calme, comme s'il parlait de la météo. « Je prenais un café. Vous avez décidé que je n'avais pas ma place ici. C'est tout. » Deneau ne répondit pas. Son visage rougit sous le poids des regards. Les téléphones, les agents, les gens qu'il croyait indifférents. Une jeune femme, près de l'entrée du magasin, chuchota à la personne à côté d'elle. Il a vraiment pointé une arme sur ce type et a rigolé devant son badge. Mais ce n'était plus un chuchotement. L'histoire se propageait en temps réel. Les publications fusaient. Un agent fédéral noir harcelé par un policier local à Spartanburg. Les vidéos circulaient déjà avant même que Deneau ne puisse ranger son arme. Mais les choses allaient aller au-delà de simples enregistrements. La loi était maintenant impliquée. Et elle n'était pas de son côté. Il fallut moins de 3 minutes après l'arrivée du 3e SUV pour que cette station devienne bien plus lourde. Personne ne cria. Personne ne passa les menottes. Mais chaque seconde après que Quinton se soit relevé rendait l'air plus oppressant. Pas plus bruyant, juste plus tendu.
L'homme aux tempes grises s'avança à nouveau, ouvrant son insigne pour que l'officier puisse enfin le lire correctement. « Agent superviseur Lial Mercé, dit-il calmement. Je vous demande de remettre votre arme et de vous éloigner du chef adjoint docteur. » Deneau cligna des yeux 2 fois. « Vous êtes sérieux? » « Ce n'est pas une demande, » répondit Mercé. Cette intervention n'était pas autorisée. Le dégainement de l'arme était injustifié et vous avez déjà compromis un véhicule fédéral. Vous êtes désormais placé en détention administrative en attendant une enquête complète. Pendant un instant, Deneau resta immobile. Trop immobile. Puis sa main tressaillit vers sa ceinture. Un réflexe peut-être, mais un mauvais. Les 2 agents derrière Mercé avancèrent instantanément. Pas d'armes sorties, juste leur présence. Assez pour stopper net ce mouvement. Kendra parla à nouveau, cette fois avec une patience coupée au couteau. « N'empirez pas votre cas. » C'est à ce moment-là que Deneau sembla enfin comprendre à quel point il avait mal évalué toute la situation. Son visage changea. Pas vraiment de la culpabilité, mais le choc de quelqu'un qui pensait être aux commandes, jusqu'au moment exact où il ne l'était plus. Lentement, il détacha son étui, sortit l'arme et la tendit, crosse en avant, à Mercé. L'un des agents s'approcha et la prit. « Les mains bien visibles, » ordonna Mercé. Deneau obéit, la mâchoire serrée, les épaules redressées comme s'il essayait de faire croire que tout cela était normal, qu'il gardait le contrôle. Kendra se tourna vers Quinton. « Tout va bien, monsieur. » Quinton hocha brièvement la tête. « Mieux maintenant. » Ils restèrent là 1 seconde de plus. Le monde autour n'était pas devenu silencieux. Une pompe à essence émit un bip pour signaler la fin d'un plein. Un semi-remorque passa sur l'autoroute. Une sonnerie retentit dans le magasin. Mais l'ambiance était limpide. La seule voix qui comptait maintenant venait de la foule. « Vous voyez ça ?» lança quelqu'un à haute voix. « Prenez son numéro de badge !» cria un autre. Un gars près de la pompe s'éhurla. « Hé, j'ai tout filmé, mec. »« Où ? Tu le veux ? Je te l'envoie. » Mercé jeta un coup d'œil. « On voudra chaque copie. »« Oui. Notre équipe vous contactera. »« Vous l'arrêtez ? » demanda quelqu'un d'autre. « Non, » répondit calmement Mercé. « Pas encore. On gère ça ici. » 2 autres véhicules noirs arrivèrent. Cette fois, des berlines banalisées. Le département de la sécurité intérieure avait probablement été alerté quand l'identifiant du badge de Quinton avait été scanné pendant la confrontation. À ce moment-là, Deneau semblait rétrécir dans son uniforme. Ce n'était pas le poids des menottes. C'était pire que ça. C'était la conscience que tout lui échappait, que le badge sur sa poitrine ne le protégeait plus. Mercé s'approcha à nouveau. « Adjoint, vous allez vous asseoir dans ce véhicule là-bas pendant qu'on termine les premiers rapports. Vous serez surveillé et enregistré. » Deneau tenta de parler. « C'est pas comme ça qu'on fait les choses ici. »« Non, » dit Mercé, « justement. C'est bien ça, le problème. » Deneau monta dans la berline banalisée sans ajouter un mot. Alors que les agents retournaient à leur véhicule, Mercé s'adressa à voix basse à Quinton. « On aura les premiers rapports d'ici midi. Les médias vont s'en emparer vite. Tu es sûr d'être prêt pour ça ?» Quinton expira lentement, mais avec assurance. « Je n'ai pas demandé ce genre d'attention. »« Tu ne l'as pas demandé, » dit Mercé. « Mais elle t'a trouvé. » De l'autre côté de la station, un jeune homme regardait droit dans la caméra de son téléphone, toujours en train de filmer. « Yo, c'est de la folie. Le gars voulait juste du café. Le secret service a coffré un flic local. C'est chaud, ici. » Mais les titres n'étaient que le début. Une tempête bien plus vaste s'annonçait. Une que le département, et le public, ne pourraient plus ignorer. Quand le soleil atteignit son zénith au-dessus de Spartanburg, la vidéo était déjà sur 4 grands sites d'infos. Le premier post venait d'un certain @Lolo Hubstadt, un clip de 30 secondes, flou mais clair, où l'on voyait l'agent Deneau pointer son arme pendant que Quinton restait calmement agenouillé sur l'asphalte. La légende, il lui a dit qu'il était du secret service. Le gars a rigolé. Devinez qui est menotté maintenant? Le post atteignit 50 000 partages en moins d'1 heure. Dans le SUV de commandement garé près de la pompe 8,
Quinton était assis avec Kendra, Lial Mercé, et une liaison du DHS nommée Rachel Fenwick. Elle tapait vite, jetant parfois un œil aux vidéos qui affluaient. « Nous avons confirmé 5 vidéos différentes provenant de témoins civils, dit-elle. Le son est net sur 3. Pas de montage, téléchargement direct. » Mercé regarda Quinton. « Tu veux faire une déclaration aujourd'hui ou attendre les canaux officiels ?» Quinton secoua la tête. « Pas de presse. Pas maintenant. S'ils veulent la vérité, ils peuvent attendre le rapport. Tu vas subir des pressions. Publiques, internes, politiques. On reçoit déjà des demandes des médias. MSNBC, The Hill, même des radios locales demandent ton nom. » L'expression de Quinton ne changea pas. Qu'il devine pour l'instant. De l'autre côté du parking, Danlot était assis à l'arrière de la berline gouvernementale, non menotté mais visiblement secoué. Son référent du département, un homme au visage rouge nommé lieutenant Bird, était maintenant sur place, tournant en grand cercle autour du véhicule tout en marmonnant au téléphone. À l'intérieur de la station-service, le caissier, un gars maigre avec un bouc nommé Héron, se tenait les bras croisés, regardant par les fenêtres. « Je l'ai déjà vu », dit Héron à l'un des agents venus prendre sa déposition. Le flic, Danselot. Il est toujours nerveux. Une fois, il s'est mis à hurler ici parce que je ne voulais pas ouvrir le frigo à bière plus tôt. « Vous avez été témoin de l'incident d'aujourd'hui depuis l'intérieur ?» demanda l'agent. Héron hocha la tête. « J'ai vu le début. Je pensais que c'était un braquage ou quelque chose du genre. Puis j'ai vu le gars s'agenouiller et dire qu'il était des services secrets. C'est là que j'ai sorti mon téléphone, mais l'agent est arrivé avant que je puisse filmer quoi que ce soit d'utile. » L'agent prit note. « Seriez-vous prêt à faire une déclaration officielle si nécessaire ?» Héron soupira. « Ouais. Je veux pas que ça m'arrive juste parce que je porte une veste qui plaît pas à quelqu'un. » Dans le SUV, Kendra regarda Quinton. « Tu es sûr que ça va ?» Il hocha légèrement la tête. « Je suis habitué à voir les choses arriver aux autres. Pas à être au centre de l'histoire. Tu as géré ça comme une machine. » Je devais. Si j'avais bougé trop vite, j'aurais été l'histoire, mais pas du genre qui finit en gros titre. Du genre qui finit en enterrement. Mercé ne dit rien pendant un moment. Puis il ajusta son siège et se tourna vers Rachel. « Que fait le département au sujet de Danlot ?» Mis en congé administratif, en attendant une enquête complète. Plus de badges, plus d'armes, plus d'accès aux systèmes internes. Les affaires internes ouvrent une enquête parallèle, répondit-elle. Le bureau du gouverneur a-t-il appelé? Pas encore, mais je donne 1 heure, peut-être moins. Dehors, la foule s'était en grande partie dispersée. Quelques personnes restaient, espérant encore un rebondissement, mais la plupart étaient partis avec leur propre version de l'histoire, qu'ils évoqueraient sûrement au dîner ou publieraient sur Facebook le soir même. Une femme, aux fines tresses argentées et sandales en cuir, se pencha à la fenêtre de sa voiture et dit à sa fille. « Tu vois cet homme? C'est comme ça qu'on tient bon sans perdre son âme. » Quinton, toujours assis dans le SUV, fixait droit devant lui, ni en colère, ni triomphant, juste en train de digérer. « Ce n'est pas juste à propos de moi, » dit-il enfin. « Ça arrive tout le temps. La seule différence, c'est que j'avais un badge et du renfort. La plupart des gens n'en ont pas. » Kendra posa brièvement la main sur le dossier du siège devant elle. « Et c'est pour ça que c'est important que tout le pays l'ait vu. » Mais la conversation était loin d'être terminée. Les conséquences allaient devenir plus bruyantes. Et cette fois, personne ne pourrait prétendre ne pas avoir vu. Dès le début d'après-midi, la vidéo était déjà en tête des tendances sur plusieurs plateformes. Le hashtag Quinton Docteur était partout, accompagné de légendes comme il est resté calme, ils ont essayé, ils ont échoué, ou combien de fois cela est-il arrivé sans qu'on filme. Les chaînes d'information passaient l'histoire en boucle, avec des bandeaux tels que « Un agent noir des services secrets injustement interpellé dans une station-service. Un policier pointe son arme sur un agent fédéral, la scène filmée. » Et, juste comme ça, la petite ville de Spartanburg devenait le centre d'une conversation nationale. Dans un poste de commandement sécurisé du DHS, Quinton était assis à une longue table en acier tandis que des conseillers juridiques et des responsables de communication débattaient de la stratégie. « On ne peut plus garder ton nom secret, » dit Marian Shaw, conseillère média du DHS.
Ta photo est déjà sortie. Quelqu'un de ton lycée a posté une photo de l'annuaire et le journal local a confirmé ton poste. Il demande une interview télévisée, ajouta un autre. CNN, PBS, même une émission du matin. Quinton se frotta le front et se laissa tomber contre le dossier de sa chaise. Je ne veux pas être le visage de quoi que ce soit. Mais tu le es déjà, répondit doucement Shaw. Même si tu ne parles pas, la vidéo le fait pour toi. Il jeta un regard à la télé muette dans le coin. À l'écran, un clip montrait Quinton à genoux calmement sur l'asphalte pendant que l'arme de dans l'eau flottait à quelques centimètres de sa tête. Le son était inutile. L'image suffisait. La pièce se tut quand une agente entra avec un dossier. Revue préliminaire du dossier personnel de l'officier dans l'eau, annonça-t-elle. Plusieurs plaintes pour comportement agressif. 2 incidents de recours à la force ces 5 dernières années. Aucune suspension. Toutes les plaintes ont été classées sans sanction formelle. Shaw secoua la tête. Ils vont déchiqueter ça à la télé nationale. Quinton se leva et alla à la fenêtre. Dehors, la rue bourdonnait de camions de presse, de manifestants brandissant des pancartes peintes à la main et de curieux espérant juste l'apercevoir. Il avait déjà vécu des opérations à forts enjeux, sommets internationaux, protection présidentielle, menaces à l'étranger, mais rien de tout cela ne ressemblait à ça. Pas aussi personnel, pas aussi exposé. Un léger coup frappé à la porte interrompit ses pensées. Un homme plus âgé, aux cheveux poivre et sel, entra. Directeur Herman. Blake, responsable des opérations sur le terrain de la région, demanda « Ça te dérange si je parle seul avec toi ?» Les autres sortirent sans un mot. Une fois la pièce vide, Blake s'appuya contre la table. « Tu as géré ça mieux que la plupart des gens l'auraient fait, dit-il. »« En fait, mieux que moi. Je n'ai pas vu d'autre choix, répondit Quinton. Lui, il a fait un choix. J'ai réagi. » Blake hocha lentement la tête. « Je connais des hommes comme dans l'eau. Ils ne voient généralement pas ce genre de résistance. Pas à moins que ça ne se termine en sang. Cette fois, ce n'est pas le cas. Ça veut dire quelque chose. » Quinton expira par le nez. Ça ne devrait pas vouloir dire quelque chose juste parce que j'ai survécu. Blake le regarda un long moment. Tu veux partir tranquillement de tout ça? Je te soutiendrai. Mais je pense que les gens ont besoin d'entendre quelqu'un qui n'a pas perdu son calme. Quelqu'un qui n'a pas élevé la voix, qui n'a pas mordu à l'hameçon, qui n'a pris que ses références. Quinton tourna de nouveau son regard vers la télévision. Cette fois, l'écran montrait côte à côte sa photo d'identité fédérale et un extrait de la vidéo. Des commentaires défilaient en bas. Plus de visages parlants que d'écoutants. Enfin, il se tourna à nouveau vers Blake. Alors je veux le faire à ma façon. Une déclaration, une seule fois, sans manipulation. Compris. Quand Blake partit, Quinton se rasseyait et ouvrit un carnet de notes. Il fixa la page vide un moment, puis prit un stylo. À l'extérieur, le bruit continuait d'augmenter. Des voitures klaxonnaient en soutien, des micros étaient tendus dans les visages des agents, des pancartes en carton indiquant « Nous vous avons vu » et la justice du badge flottant au vent. Mais aussi bruyant que soit le monde extérieur, le message que Quinton allait écrire allait calmer chaque pièce qu'il entrerait, car il ne s'agirait pas de colère, mais de vérité. 3 jours plus tard, Quinton se tenait derrière un podium en bois simple dans une salle communautaire du côté est de Spartanburg. Pas de drapeau, pas de fanfare, juste des chaises pliantes, un système audio modeste, et environ 200 personnes entassées dans la salle non pas pour voir un homme politique ou une célébrité, mais un homme qu'elle sentait maintenant connaître. Il ne portait pas de costume cette fois, juste un pantalon et un pull noir, manches retroussées. Sa voix était calme, ses yeux sérieux, mais pas durs. « J'ai passé plus de 15 ans à protéger des gens qui ne connaîtront jamais mon nom, commença-t-il. C'est le travail. On se fond dans le décor. On reste vigilant. On ne se fait pas remarquer. Mais la semaine dernière, l'attention m'a trouvé quand même. » La salle resta silencieuse. Des téléphones levés silencieusement, capturant chaque mot. Je n'ai pas été pris pour quelqu'un de dangereux. Je n'ai pas été pris pour une menace. J'ai été jugé en quelques secondes. Pas à cause de quelque chose que j'ai fait, mais à cause de ce que quelqu'un a cru voir. Il s'arrêta, non pas pour les faits, mais pour trouver les bons mots.
Je ne déteste pas cet agent. Je n'éprouve même plus de colère. Ce que je ressens, c'est de la déception. Une déception profonde qu'un homme en uniforme, quelqu'un qui a juré de servir, m'ait regardé et ait vu quelque chose qu'il a décidé de ne pas accepter. Dans le premier rang, un groupe d'élèves de lycée était assis côte à côte. L'un d'eux se pencha en avant, les coudes sur les genoux, sans cligner des yeux. Quinton continua. Vous avez probablement vu la vidéo. Certains d'entre vous l'ont enregistrée. Mais ce n'est pas ce moment-là qui a compté le plus. Le moment qui comptait, c'est celui où j'ai réalisé que je devais décider qui je voulais être, même pendant que quelqu'un d'autre décidait qui je n'étais pas. Il baissa brièvement les yeux, puis releva le regard. Si j'avais crié, si j'avais bougé trop vite, si j'avais dit une seule mauvaise chose, je ne serais peut-être pas là à vous parler. Et c'est cette partie qui me fait peur. Un murmure d'accords discret se répandit dans la foule. Pas dramatique, juste honnête. Ma nièce m'a demandé l'autre jour, « Oncle Q, pourquoi les gens nous traitent différemment alors qu'on n'a rien fait de mal ?» Elle a 12 ans, et je n'ai pas pu lui donner une réponse simple parce qu'il n'y en a pas. Il prit une respiration. Mais je lui ai dit ceci. Quand quelqu'un baisse la norme, tu relèves la tienne. Quand quelqu'un perd son calme, tu gardes ton sang-froid. Tu montres au monde qui tu es, même quand ils essaient de réécrire ton histoire avant même qu'elle commence. Le public applaudit, pas fort, juste assez pour lui faire savoir qu'ils écoutaient avec leur cœur, pas seulement leurs oreilles. Après l'événement, Quinton resta pour serrer des mains. Un vieil homme avec de grosses lunettes s'approcha lentement de lui. « J'ai été policier dans cette ville pendant 31 ans, dit-il. Ce qui t'est arrivé? Ça m'a embarrassé. Mais t'entendre parler m'a rappelé ce que la médaille est censée protéger. » Quinton hocha respectueusement la tête. « Merci, monsieur. Ça compte beaucoup. » Plus tard, dans la soirée, de retour chez sa sœur, il s'assit à la table de la cuisine pendant que sa nièce Briard coloriait en silence. « Les gens t'ont cru aujourd'hui ?» demanda-t-elle doucement. « Je pense que oui. » Elle ne leva pas les yeux. « Tu crois que ça va recommencer ?» Quinton ne répondit pas tout de suite. « Je pense que certaines personnes feront toujours les mauvaises suppositions, mais je pense aussi que les gens regardent maintenant, apprennent, écoutent. » Briard leva enfin les yeux. « Tu n'as pas crié. » « Non, répondit-il, mais j'ai parlé assez fort. » Lorsque la pièce se vida et que les caméras s'éteignirent, ce qui resta n'était plus la vidéo. C'était la voix d'un homme qui avait refusé de se laisser définir par quelqu'un d'autre. L'enquête interne dura 2 semaines. Ray Danlo fut suspendu sans solde en attendant une audience disciplinaire. Son dossier de patrouille, autrefois ignoré, était désormais scruté à la loupe. Les plaintes, autrefois rejetées comme des malentendus, commencèrent à ressembler à un schéma. Le département publia une déclaration qualifiant l'incident de regrettable et promettant de revoir les protocoles d'engagement communautaire. Elle ne dit pas grand-chose. Les gens s'en rendirent compte. Quinton ne fit aucun commentaire. Il ne fit pas d'émission télévisée. Il ne signa pas de contrat de livre ni ne publia de threads. Il retourna au travail. 3 semaines après l'incident de Chevron, il se retrouva à nouveau devant un groupe. Mais cette fois-ci, ce n'était ni des caméras, ni une foule. C'était une salle de classe de jeunes recrues dans une école de formation fédérale à Glénot, en Géorgie. Des futurs agents, leurs visages encore pleins d'angles tranchants et d'idées lumineuses. « Votre travail, leur dit-il, ce n'est pas seulement de protéger. Ce n'est pas seulement de la logistique, de la surveillance ou de la stratégie. Votre travail, c'est de voir, laissa-t-il le mot flotter dans l'air, voir ce qui se passe vraiment dans un moment où tout bouge vite. Voir ce qui est sous la surface, même lorsque vos instincts vous disent d'agir, parce qu'une mauvaise décision ne peut pas être annulée. » Un stagiaire leva la main. « Monsieur, comment se prépare-t-on à quelque chose comme ça? Restez calme, je veux dire. » Quinton sourit, un sourire qui ne s'étira pas trop. « On ne s'entraîne pas à la calme. On s'entraîne à la clarté. Et la clarté ne vient pas de l'ego. Elle vient de l'écoute, de la patience, de savoir que si vous avez raison, vous n'avez pas besoin de crier pour le prouver. » Après la séance, quelques personnes restèrent. Une jeune femme, dans la vingtaine, s'approcha de lui silencieusement. D'origine asiatique, peut-être un M60, voix douce mais précise. « Mon frère a vu votre vidéo, dit-elle.
Il ne fait pas confiance à la police du tout. Mais quand il a vu comment vous avez réagi, il a dit, peut-être pas tous. Je voulais juste que vous le sachiez. Quinton hocha la tête une fois. Merci. Il n'avait pas besoin de validation. Mais des moments comme celui-là, ça comptait point plus tard dans la soirée. Il était assis sur le petit porche de l'hôtel, sirotant de l'eau, observant l'horizon se fondre dans le bleu sombre. Son téléphone vibra avec une alerte. Un article national venait de publier sa déclaration complète, la qualifiant de mesurée, puissante et tardive. Il ne lut pas l'article. À la place, il envoya un message rapide à Briard. « Continue à poser des questions. C'est comme ça qu'on règle les choses. Je t'aime. » Elle répondit quelques secondes plus tard avec une photo d'un dessin. Lui, debout dans son costume à côté d'une silhouette en uniforme de police, tous deux sous les mots qu'elle avait écrits en gros crayon, « Sois meilleur que ce qu'ils attendent. » Il sourit, non parce que tout allait être réglé, mais parce que cela lui rappela que certaines histoires ne finissent pas. Elle continue d'enseigner. Celle-ci a enseigné quelques leçons. Que le respect sans préjugés est un choix. Que le silence peut être une force. Que la dignité ne vient pas toujours avec du bruit. Et peut-être, le plus important, que faire son travail correctement ne suffit pas. Il faut aussi le porter avec caractère, même lorsque le monde vous pointe une arme. Parce que c'est la façon dont vous vous tenez lorsque personne ne vous croit, c'est là que votre vraie force se montre. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un. Et si vous croyez à la vérité plutôt qu'au bruit, abonnez-vous pour en entendre plus. Des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées.